Bonjour, c'est Bernard et aujourd'hui je vais te parler du contexte, ou des contextes plutôt, parce que c'est une chose extrêmement importante qui conditionne notre existence. Pourquoi ? Parce que nous avons été conçus dans un contexte, nous avons été élevés dans un autre contexte, ou le même que celui dans lequel on a été conçu, et nous avons avancé dans notre vie à travers différents contextes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un contexte ? Eh bien, un contexte, c'est quelque chose qui nous conditionne. Par exemple, je vais prendre un exemple simple, l'histoire d'un paysan du Moyen-Âge, par exemple, qui va piocher sur le plein de terre à la main. Et voilà, donc il a un contexte de travail qui est tout le temps le même, tout le temps identique, dans lequel, tous les jours ou plusieurs fois par semaine, en tout cas, il va piocher son lopin de terre pour désherber, pour labourer, enfin, il fait son travail de la terre. Et puis, il a un autre contexte, c'est celui quand il rentre chez lui. Quand il rentre chez lui, il retrouve sa famille. En général, il arrive pour le dîner, le repas de midi où il a amené un morceau de pain au champ. Et il vient faire son repas du midi ou son repas du soir avec toute sa famille. Et donc là, on rentre dans un nouveau contexte, complètement différent du contexte du travail des champs. Et aussi, il va se retrouver dans l'intimité le soir avec son épouse, s'il a une épouse. Et là, il se retrouve à nouveau dans un autre contexte, complètement différent. Entre le champ, le repas de famille et son épouse, on a 3 expériences complètement différentes, 3 expériences sensorielles, avec du visuel, de l'auditif et du kinesthésique extrêmement différents les uns des autres, et qui vont conditionner son existence. Et c'est l'alternance de ces contextes-là qui va conditionner son existence. Plus, bien évidemment, les contextes plus sociaux, c'est-à-dire que ses collègues paysans qu'il va rencontrer probablement à la taverne du village, puis sans doute aussi la messe le dimanche. Et là aussi, encore un autre contexte où il y va en famille avec tout le village pour assister à cette messe. Il y a après d'autres possibilités, comme la relation qu'il va avoir avec son suzerain, s'il a un suzerain. Et à ce moment-là, c'est une relation où il est dans la soumission par rapport à ce suzerain, qui va exiger des corvées de sa part, sans doute toutes les années, un certain nombre de jours de corvées. Puis, encore autre chose, sans doute le lien avec ce qu'il y a d'administration, c'est-à-dire probablement le collecteur des impôts, qui vient de temps en temps réclamer son dû. Et voilà, donc vous voyez qu'on a 5-6 contextes différents dans le cas de ce paysan du Moyen-Âge, qui sont tout le temps les mêmes, qui sont répétitifs, qui sont cycliques. Y en a un qui dure, puis après c'est l'autre, puis après c'est un autre, et ils reviennent régulièrement, avec des rythmes précis. Le collecteur des impôts passe 1 fois par an, le suzerain, sans doute des relations 2 ou 3 ou 4 fois par an, peut-être moins. L'église, c'est tous les dimanches. La taverne avec les copains paysans, c'est le vendredi soir, par exemple. Avec son épouse, il la voit tous les soirs et tous les jours. Le repas de famille, c'est tous les jours. Et tu vois que on a affaire là à une vie parfaitement réglée, comme une espèce d'horloge en fait, avec quelque chose qui compte les jours, le travail de la journée, les repas du jour, la taverne toutes les semaines, l'église toutes les semaines, le suzerain 3 fois par an, le collecteur des impôts 1 fois par an. Et tout ça se reproduit et ça crée une forme d'habitude, je dirais de rituel même. Et ce personnage a une identité relativement structurée par ces différents contextes, et surtout, pas de questions à se poser, ça ne change pas, sauf accident de l'histoire. Mais d'une manière générale, ça ne change pas ou ça change peu. Il y a des nouvelles bêtes qui ont été achetées, d'autres qui ont été vendues. Il y a des bonnes récoltes, il y a des mauvaises récoltes.
il y a un nouvel enfant qui naît, un ancien qui disparaît, mais si vous voulez, tout ça est pris dans le flot et on a une ligne directrice de vie qui est relativement stable. Or, aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, il n'y a pas 5 ou 6 contextes, il y en a beaucoup plus. Parce que vous voyez que vous allez avoir un contexte local. Si vous habitez dans un immeuble, bah, vous allez avoir vos voisins, vous avez vos amis, vous avez votre famille, la famille éloignée que vous allez voir de temps en temps, vous avez votre employeur, vos travaux administratifs, vos collègues de travail, votre sport, si vous allez faire du sport, vos loisirs, etc., etc. Et vous voyez que le nombre de contextes devient très vite beaucoup plus important. Et donc, ce qui est à retenir, c'est que ces contextes-là, ce sont des expériences sensorielles très différentes les unes des autres. Et qu'est-ce qui se passe avec ces expériences sensorielles? Eh bien, c'est ça qui constitue notre mémoire, en fait. Elles sont à la base de notre mémoire. Alors elles sont transformées en permanence par ce qu'on appelle le mode par défaut du cerveau, qui rejoue en permanence tous ces souvenirs, les transforme, les modifie, les combine, les remodèle, de manière à obtenir quelque chose de plus satisfaisant. Pourquoi ? De plus satisfaisant en termes d'identité et d'harmonie globale de la personne. Mais on va voir qu'il y a des extrémités dans ces contextes. Alors je vais prendre un peu une caricature. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est un militaire professionnel et, dans l'armée française et qui a été envoyé pendant plusieurs périodes, pendant plusieurs mois en Afghanistan, plusieurs séjours de plusieurs mois. Et il était dans une unité, on va dire, de première ligne, il était en contact avec les talibans, avec un danger, des zones de guerre, des attentats, des tueries, des opérations militaires dans la montagne, des blessés dans son camp, voire des morts. Donc vous voyez que là, il va vivre pendant des semaines et des mois dans un contexte très particulier, un contexte de guerre où tout est exacerbé, où il y a du danger, où il y a une fraternité avec ses compagnons, sur lesquels il compte pour sa survie et pour lesquels il est important aussi pour assurer la survie du groupe. Et puis les repos dans des permissions, dans des zones plus sécurisées, et puis de temps en temps le contact à distance avec la famille, etc. Et vous voyez que là, on a des types de contextes qui sont extrêmes. Et quand ce soldat revient chez lui, qui retrouve son amoureuse, son épouse ou sa bien-aimée, il va vivre une expérience qui est quasiment à l'opposé de celle qu'il va avoir vécue au front, si on peut dire, en Afghanistan. Et donc, vous voyez que ça va être très difficile pour le mode par défaut du cerveau d'arriver à faire cohabiter ces deux expériences dans la même identité. Et cette personne va avoir des difficultés. Elle va avoir des difficultés dans les deux situations, c'est-à-dire des difficultés dans sa vie amoureuse parce que les images d'Afghanistan vont lui revenir au moment où il ne s'y attend pas. Et en Afghanistan, quand il va savoir sa nostalgie, qui va le ramener auprès de son amoureuse. Et donc, à partir de ce moment-là, à chaque fois, ça va créer un trouble. Parce que son mode par défaut est incapable de faire le lien entre ces deux expériences-là. Et ce mode par défaut va chercher inlassablement à pouvoir donner un sens à cette expérience. Et en voulant donner un sens à cette expérience, eh bien, il va remodeler, remouliner, et probablement il va avoir des difficultés. Il va avoir des difficultés à pouvoir créer une forme de connexion
entre ces deux expériences. Et s'il n'y a pas cette forme de connexion entre ces deux expériences, eh bien, ça va créer ce qu'on va appeler des expériences dissociatives. C'est-à-dire qu'elles vont s'exclure l'une l'autre. Les qualités et les facultés qu'il est nécessaire d'avoir en Afghanistan ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'il est nécessaire d'avoir quand on est dans une relation amoureuse. Ça n'a strictement rien à voir. Et donc, il n'y a pas moyen que ça se télescope. Et en fait, dans nos vies aujourd'hui, on va pas tout en Afghanistan, mais on vit tous des expériences amoureuses, enfin je l'espère. Et avec ça, on est aussi dans des expériences de concentration extrême et je dirais, qui sont très différentes les unes des autres. Et donc, le mode par défaut du cerveau a beaucoup de mal à remodeler pour pouvoir les connecter entre elles. Et donc, il y a un autre phénomène avec ces contextes. C'est que ces contextes, certains, et en particulier quand il y a cette dissociation-là, qui a difficulté de connecter deux contextes différents, c'est que ça va créer une forme d'anxiété. Et cette forme d'anxiété peut devenir extrêmement désagréable. Et en devenant désagréable, ça va générer des émotions. Et ces émotions-là, qui peuvent être des émotions de peur, des émotions de colère, des émotions d'incompréhension, elles vont vouloir se projeter vers l'extérieur, car elles ne font pas sens à l'intérieur de la personne quand il y a dissociation comme ça. Parce que l'émotion appartient à une réalité qui n'est pas là. C'est une autre réalité qui s'est située dans un autre espace-temps. Et donc, avec cette émotion, par exemple, de colère ou de peur ou de dépression, de désespoir, vous voyez, eh bien, elle est tellement compliquée à gérer, par manque de sens, que justement la personne va la projeter à l'extérieur. Et pour la projeter à l'extérieur, il faut trouver un support. Et ce support, eh bien, ça va être tout ce qu'on va trouver dans les réseaux sociaux, comme les crises de colère, les agressions, les fake news, les crises de paranoïa, je dirais les théories complotistes, etc., qui sont là pour venir donner un sens sur une expérience qui n'en a pas. Et en fait, la majorité des expériences que nous vivons, des expériences sensorielles que nous vivons, qui sont en dehors de ce système répétitif un peu identique à celui du paysan du Moyen-Âge, eh bien, elles vont créer ce genre de problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, face à l'incertitude de notre monde super accéléré, les théories du complot foisonnent. Parce que les gens ont besoin de trouver des espèces d'objets, on pourrait presque dire d'objets transitionnels, sur lesquels projeter leur peur, leur colère, leur malheur, leurs difficultés, leurs incompréhensions, de pouvoir les projeter à l'extérieur. Et en fait, c'est pas du tout confortable. C'est pas du tout confortable, car on crée un nouveau contexte complètement virtuel, celui-là, et qui se trouve être un contexte entièrement fabriqué par notre esprit. Et si ça prend des proportions compliquées, si ça prend des proportions de plus en plus importantes, ça peut même aller sur une forme de délire. Et le délire psychotique, d'une certaine façon, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la projection sur l'extérieur d'images intérieures qui rendent malheureux et qui créent une souffrance. Et pour se libérer de cette souffrance, il y a cette projection sur n'importe quoi, en fait. N'importe quoi peut être projeté. On peut très bien se dire, tiens, j'ai des prises électriques dans la pièce, mais en fait, la CIA écoute tout le monde à travers les prises électriques. Tiens, je dors mal la nuit, c'est le compteur Linky qui m'envoie des ondes et qui m'empêche de dormir. J'ai l'impression que je ne suis pas à mon aise, ça ne va pas du tout, j'ai l'impression d'être observé, etc. Ah, mais ça, c'est le faisceau de satellites Starlink de la 5G qui vient d'être envoyé et qui sont en train de faire un espionnage de folie. Vous voyez ? Donc, c'est très facile
d'aller projeter comme ça ce qui est à la base un sentiment désagréable perçu à l'intérieur du fait d'être confronté à des situations et à des contextes qui sont tellement distincts les uns des autres qu'on n'arrive plus à donner un sens et à trouver une identité stable à l'intérieur de ces différents contextes. Voilà, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a été instructif. En tout cas, on continue la semaine prochaine. Allez, bonne continuation.